Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. La France a refusé à Israël l'autorisation d'utiliser son espace aérien pour transporter des armes américaines destinées à la guerre contre l'Iran. Un diplomate occidental et deux sources ont confirmé à Reuters qu'il s'agissait de la première fois que la France refusait une telle demande depuis le début du conflit. Puis, mardi, le ministre italien de la Défense a refusé aux États-Unis l'autorisation d'utiliser la base aérienne de Sigonella, en Sicile. Les appareils devaient atterrir en Sicile avant de se diriger vers le Moyen-Orient. Ils ne l'ont pas fait. Et lundi, l'Espagne a fermé entièrement son espace aérien aux avions américains impliqués dans la guerre contre l'Iran, prolongeant une interdiction antérieure visant l'utilisation des bases militaires espagnoles. Ce ne sont pas des déclarations. Ce sont des actes et ils se sont produits dans les dernières 72 heures. Cela compte davantage que ce que les manchettes laissent croire. Le précédent historique compte ici parce que ce qui se passe maintenant marque une rupture avec des décennies de comportements entre alliés. En 2003, lorsque les États-Unis se préparaient à envahir l'Irak, la France et l'Allemagne étaient des opposantes déclarées. Le ministre français des Affaires étrangères a prononcé un discours célèbre à l'Organisation des Nations Unies contre les plans de l'administration Bush. Mais malgré cette opposition, les deux pays ont permis aux avions de chasse américains et britanniques de survoler leur espace aérien. On a dit au Parlement français à l'époque, il existe entre alliés des pratiques que nous devons respecter, y compris les droits de survol. C'était la norme à l'époque. S'opposer publiquement à la guerre, mais maintenir la coopération opérationnelle, parce que l'infrastructure de l'Alliance comptait davantage que les désaccords sur des conflits particuliers. 2026 est différente. Même les droits de survol, le minimum absolu de coopération entre alliés, sont refusés. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a déclaré aux journalistes « Ni les bases ne sont autorisées, ni bien sûr l'utilisation de l'espace aérien espagnol n'est autorisée pour toute action liée à la guerre contre l'Iran. » Elle a qualifié la guerre de profondément illégale et profondément injuste. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez l'a décrite comme illégale, imprudente et injuste. Le ministre espagnol de l'économie l'a qualifiée de guerre unilatérale qui viole le droit international. Mais l'Espagne est depuis des mois la critique la plus virulente de l'Europe à l'égard de la politique américaine au Moyen-Orient. La France et l'Italie, c'est autre chose. Ce sont des alliés centraux de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, avec des liens militaires profonds avec les États-Unis, et les deux ont agi cette semaine. Ce que la plupart des gens manquent lorsqu'ils lisent l'affaire française, c'est que la réponse d'Israël a été immédiate et totale. Suspendre toute coopération militaire avec la France. Annuler tous les contrats. Couper tout approvisionnement militaire auprès d'entreprises françaises. Aucun nouvel engagement avec l'armée française. Ce n'est pas une réponse proportionnelle à un simple refus de survol. Cela ressemble plutôt à une rupture de relations. Le ministère israélien de la Défense a accusé la France d'entraver activement le transfert de munitions vers Israël et a affirmé que l'interdiction française avait été imposée malgré une coordination préalable et des assurances. Pendant ce temps, la décision de l'Italie est plus discrète, mais tout aussi importante. Sigonella, en Sicile, est une base aérienne stratégique utilisée pour la logistique et le transit entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Refuser l'autorisation d'y atterrir signifie que les avions américains doivent se dérouter, allonger leur temps de vol, augmenter leurs besoins en ravitaillement et compliquer leur logistique opérationnelle. Crosetto a ensuite précisé que les bases aériennes américaines en Italie demeurent actives, mais que Washington doit obtenir une autorisation spéciale pour les usages qui dépassent les accords existants. En termes simples, l'Italie trace de nouvelles limites quant à ce que les forces américaines peuvent et ne peuvent pas faire sur le sol italien. Le signal devient encore plus révélateur lorsqu'on aligne ces décisions européennes sur les déclarations publiques de Trump au sujet de l'OTAN. Plus tôt ce mois-ci, Trump a traité de lâches les alliés de longue date de l'OTAN en raison de leur manque de soutien à la guerre contre l'Iran. Mardi, il a critiqué les pays qui n'ont pas aidé lors des frappes américano-israéliennes après que l'Espagne a refusé l'utilisation des bases militaires espagnoles. Trump a menacé de couper tout commerce avec Madrid.
Il a dit à propos des bases espagnoles, nous pourrions utiliser leurs bases si nous le voulons. Nous pourrions simplement voler jusqu'à là et l'utiliser. Personne ne va nous dire de ne pas l'utiliser. Il a aussi pointé la Grande-Bretagne comme étant peu utile. Donc, du point de vue de Trump, les Alliés ne soutiennent pas les opérations américaines. Du point de vue de l'Europe, l'Amérique a lancé une guerre illégale et s'attend à recevoir un appui logistique. C'est le numéro habituel, insulter l'Alliance d'abord, puis faire semblant d'être choqué quand l'Alliance cesse d'applaudir au bon moment. La logique derrière la réaction plus large devient elle aussi plus claire. Il existe un sentiment croissant que les États-Unis pourraient éventuellement partir pendant que d'autres pays seraient laissés à eux-mêmes pour conclure ensuite leur propre entente avec l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Dans cette lecture, ces décisions envoient à l'Iran le signal que ces pays n'ont en réalité rien à voir avec cette guerre. Plus important encore, les pays semblent maintenant juger qu'il est dans leur propre intérêt d'afficher leur non-alignement avec les États-Unis. C'est cela le point clé. Les pays estiment maintenant qu'il est dans leur propre intérêt d'afficher leur non-alignement. Après des années en finance, il devient plus facile de reconnaître les signes lorsque des alliés commencent à considérer l'association avec la politique américaine comme un passif plutôt qu'un atout. Les fondements de la relation ont changé et ce changement s'est produit parce que Trump a systématiquement sapé la proposition de valeur de l'Alliance dès le départ. Après assez de sermons déguisés en leadership, même les vieux alliés commencent à relire les petites lignes. Le président a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir pour se découpler de ses alliés. Donc des pays comme la France n'ont littéralement rien à gagner à afficher un geste de solidarité. Et il ne s'agit plus de mots, il s'agit d'actes. Et cela s'accélère. Des actes, pas des mots. La France n'a pas émis de protestation diplomatique, c'est pas un discours. Elle a littéralement refusé l'espace aérien. L'Italie n'a pas exprimé d'inquiétude. Elle a fermé la base. L'Espagne n'a pas appelé à la retenue, elle a complètement fermé les droits de survol. Une fois que la bravade de conférences de presse se heurte au contrôle réel des pistes, le scénario sonne soudain beaucoup moins impérial. Et cela déclenche une réaction en chaîne où chaque refus européen rend le suivant plus facile. Si la France peut refuser l'espace aérien sans conséquences catastrophiques, l'Italie peut refuser l'accueil sur base. Si l'Espagne peut fermer entièrement son espace aérien et que la seule réponse de Trump est une menace commerciale qui ne s'est pas matérialisée, d'autres pays peuvent suivre. Le coût du refus a baissé, tandis que le coût de l'acceptation, c'est à dire être associé à une opération militaire largement condamnée, a considérablement augmenté. L'impact opérationnel est sérieux, l'Espagne se trouve le long de routes aériennes clés entre les États-Unis et le Moyen-Orient. La fermeture de l'espace aérien espagnol force des détours plus longs, augmente la consommation de carburant et réduit la capacité d'emport. La France contrôle l'espace aérien au-dessus d'une part importante de l'Europe occidentale. L'Italie contrôle des points de transit clés en Méditerranée. Quand les trois refusent l'accès en même temps, la logistique américaine pour les opérations au Moyen-Orient fait face à des contraintes structurelles qu'on ne peut pas résoudre simplement en volant autour. Selon diverses sources, ces refus ont déjà forcé des ajustements. Environ 15 avions ravitailleurs cassés, un 3-5 ont été déplacés d'Espagne vers la France et l'Allemagne, et des bombardiers américains ont été stationnés à la base de Fairford, au Royaume-Uni, plutôt que dans des installations espagnoles. Mais maintenant, la France refuse le transit. L'Allemagne n'a pas fait de déclaration publique, mais la tendance laisse penser qu'elle pourrait suivre. Ce qui arrivera ensuite est complexe, mais la direction devient plus nette. D'ici le milieu de 2026, les pays européens auront établi que le soutien aux opérations militaires américaines en dehors des cadres de l'Organisation des Nations Unies, de l'OTAN ou de l'Union européenne est facultatif et non automatique. Dans cette lecture, l'alliance transatlantique ne s'effondrera pas formellement, mais sa signification opérationnelle se resserrera autour de la défense mutuelle en vertu de l'article 5. Tout le reste deviendra soumis à une approbation européenne au cas par cas. Pour les États-Unis, cela crée un problème stratégique. La projection de puissance à l'échelle mondiale repose sur les bases, les droits de survol et la coopération logistique des alliés. Lorsque les alliés retirent leur coopération, cela montre que l'accès américain
à des infrastructures critiques et conditionnelles, et non garanties. Et une fois cette conditionnalité établie, les adversaires peuvent l'exploiter. L'Iran voit déjà des pays européens afficher leur distance à l'égard des opérations américaines. Cela indique à l'Iran qu'il peut négocier séparément avec l'Europe sur le transit dans le détroit d'Ormuz, les ententes énergétiques et la sécurité régionale. La coalition américano-européenne qui appliquait les sanctions précédentes n'est plus unie. C'est le même schéma qui se joue aussi en politique monétaire. L'ironie ici est très marquée. Trump a passé des années à exiger que les alliés de l'OTAN augmentent leurs dépenses de défense. Ils l'ont fait. Mais maintenant que Trump veut utiliser cette infrastructure militaire européenne élargie pour des opérations américaines, l'Europe dit non. Ils ont construit la capacité que Trump exigeait et ils s'en servent pour affirmer leur indépendance face à la prise de décision américaine. Il s'avère que bâtir la capacité des alliés n'est pas la même chose que remettre à Washington un chèque en blanc agrafé à un slogan de campagne. L'association avec la guerre contre l'Iran entraîne des coûts politiques internes et des coûts internationaux, puisqu'elle fait paraître les pays complices d'un conflit illégal, et elle n'apporte aucun avantage, parce que Trump a déjà clairement montré qu'il considère ses alliés comme des fardeaux. Alors pourquoi coopérer? Cela pourrait bien être la logique. D'ici la fin de 2026, des refus similaires pourraient venir d'autres pays européens. La Belgique, l'Allemagne, même le Royaume-Uni pourraient formaliser des restrictions. Le précédent est déjà établi. L'espace aérien européen et les bases européennes ne sont plus automatiquement disponibles pour les opérations militaires américaines. L'Alliance sert les intérêts européens, pas seulement les demandes américaines. Et lorsque ces intérêts divergent, comme c'est le cas avec la guerre contre l'Iran, l'Europe choisit la souveraineté plutôt que la solidarité. Parce que les refus d'espace aérien, les fermetures de bases, les solutions de rechange au système de paiement, l'euro numérique, la vente de bons du trésor, tout cela n'est plus une série d'histoires séparées. Ce sont des composantes de l'autonomie stratégique européenne. Et cette semaine, cette autonomie est passée de la rhétorique à l'action. La France, l'Italie et l'Espagne n'ont pas demandé la permission. Elles ont simplement dit non. Et pour un style de Maison-Blanche fondé sur une diplomatie qui commence par l'exigence, c'est ce moment gênant où la salle cesse de faire semblant que le bluff est une stratégie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.